avec le professeur Soukina Zahir, qui est du CHU de Casablanca, service de rhumatologie, sur l'appareil locomoteur et le diabète, c'est-à-dire les complications rhumatologiques du diabète. Sans trop tarder, je passe la parole au professeur Soukina Zahir. Merci. Merci, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de complications rhumatologiques du diabète. Micro, s'il vous plaît. Pour parler de complications rhumatologiques du diabète et pour parler de ce sujet, j'ai choisi de rédiger des cas cliniques qui vont être interactifs entre nous. Donc, on commence par le premier cas clinique. Donc, c'est Madame Fatima, 67 ans. Elle est diabétique depuis 5 ans, sous metformine. Son dernier hémoglobine glyquée, elle est à 11%. Elle est hypertendue depuis 4 ans, sur Amipryl 5 mg par jour et aspirine à 60 mg par jour. Elle est suivie également pour gonarthrose sous-AINS au besoin. Elle consulte chez vous pour une douleur et gonflement du genou droit depuis 2 jours, avec une impotence fonctionnelle totale. Et chez qui l'examen clinique trouve un genou droit tuméfié, rouge, chaud, douloureux à la mobilisation, avec une flexion impossible. Donc, quels sont les diagnostics à évoquer chez cette patiente? A. Une poussée congestive de l'arthrose, une arthrite septique, une crise de goutte, une polyarthrite rhumatoïde ou un rhumatisme psoriasique. Crise de goutte? Oui. Poussée congestive de l'arthrose? Oui. Non, elle est apéritique. Arthrite septique? Mais la fièvre n'élimine pas l'arthrite septique. C'est une monoarthrite aiguë. Chez une diabétique avec diabète déséquilibré. Donc, D, B. Donc, ça peut être, pardon. Ça peut être soit une arthrite septique ou une crise de goutte. Pourquoi arthrite septique? Parce qu'elle a une impotence fonctionnelle absolue. Et pourquoi la crise de goutte? Parce qu'elle a le terrain. On revient au cas clinique. On a dit elle est diabétique, hypertendue et sous traitement, Ramipryl et aspirine à dose anti-agrégante. Donc elle a les facteurs de risque de goutte. Donc, arthrite septique ou crise de goutte. Et crise de goutte. Ce sont les diagnostics à évoquer. Donc, quel est le bilan à demander chez cette patiente? Un bilan rénal et inflammatoire, une étude de liquide articulaire, un bilan de goutte, un bilan hémologique ou radio des genoux. ABCE. Oui. Oui, bilan rénal, Bilan rénal et inflammatoire, étude de liquide articulaire parce qu'on a suspecté la crise de goutte et l'arthrite septique. Bilan de goutte, bien sûr, pas de bilan immunologique. Pourquoi pas de bilan immunologique? Parce que c'est une monoarthrite aiguë. Donc, il n'y a pas de place pour le bilan immunologique. Et la radio des genoux. Donc, voilà les résultats de bilan. Elle a une VS accélérée, Elle a une VS accélérée à 80, une CRP élevée à 100 mg par litre, NFS plaquette, elle a une anémie à 11, hypochrome microcytaire, elle a une légère hyperleucocytose à 10 100, PNN normal, lymphocyte normal, plaquette normale. Elle a une créatinine à 12 qui fait un DFG à 58, l'acide urique est légèrement élevé à 74 et le liquide articulaire est le purulent avec une hyperleucocytose globalement à 50 000 à prédominance PNN. Examen direct, pas de germe, et la culture avait montré
Donc, un staphylocoque aureus, multisensible. Donc, c'est quoi le diagnostic? Voilà le radio des genoux qui montre juste les signes d'arthrose. Elle a des ostéophytes. Pardon? Et là, elle a des ostéophytes avec pincement de compartiment externe. Et n'a pas de signe d'arthrite. Vous êtes d'accord? Et n'a pas de signe d'arthrite. L'arthrite, c'est-à-dire on a un pincement global de l'interligne articulaire. Un pincement global et pas d'ostéophyte. Cette patiente, elle est suivie pour une gonarthrose. Pardon? Non, on a l'arthrite septique, on a un germe dans le liquide articulaire. Donc, à la radio, donc, à la phase aiguë, normalement, elle est encore tôt pour le pincement articulaire. Pincement articulaire global dans l'arthrite. Elle est subtotale dans la gonarthrose. Donc, quel est votre diagnostic? C'est une arthrite septique. Et donc, quelle est votre conduite thérapeutique? Quelle antibiothérapie? Donc, en fonction de, pardon? En fonction d'antibiogramme. Pardon? Pardon? Donc, pour l'arthrite septique, chez le diabétique, il y a la colonisation de la peau et les muqueuses par le staphylocoque. Elle est plus importante chez le diabétique par rapport à la population générale. Donc, l'hyperglycémie provoque l'altération, c'est un terrain d'altération des propriétés de phagocytose et de bactéricide des PNN et diminution de chimiotactisme. Donc, elle a le terrain pour faire l'arthrite septique. Donc, l'arthrite septique est une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc, devant toute arthrite aiguë, il faut la ponctionner. Mais il y a des cas, donc, devant les signes de gravité, c'est-à-dire les signes de sepsis, qui sont une pression artérielle systolique inférieure ou égale à 100 mm de mercure, ou une fréquence respiratoire supérieure à 22 cycles par minute, ou une confusion, c'est-à-dire le patient a une échelle de Glasgow inférieure à 15, ou si la ponction articulaire n'est pas possible, on peut démarrer l'antibiothérapie probabiliste avant la ponction articulaire. Donc, c'est quoi cette antibiothérapie probabiliste? Donc, ça va être pour le staphylocoque multisensible. Donc, le traitement initial, bien sûr par voie parentérale, par voie générale, ça va être PNIM ou le céphalosporine de première génération. Et le relais se fait après l'amélioration clinique et biologique se fait par la rifampicine et fluoroquinolone. Donc, pour le staphylocoque multirésistant. Rifampicine, oui. Parce qu'elle a une bonne diffusion, c'est un antistaphe. Et elle a une bonne diffusion osseuse avec le fluoroquinolone. Donc, pour le staphylocoque multirésistant, on a donc la vancomycine ou tecoplanine et le relais se fait par le rifampicine plus le fluoroquinolone. Pour le streptocoque et l'entérocoque, le traitement initial, c'est l'amoxicilline en association avec la gentamicine 6 entérocoque et le relais se fait soit par l'amoxicilline, soit par la clindamycine. Pour les BGN, en dehors de Pseudomonas aeruginosa, donc le traitement initial se fait par C3G, céphalosporine de troisième génération, et le relais se fait par les fluoroquinolones. Donc pour le Pseudomonas aeruginosa, on n'a pas de relais par voie orale. Toute la durée de traitement se fait par voie générale, par voie parentérale, soit par la tazocilline ou la ceftazidime en association avec l'amicacine. Donc, pour l'antibiothérapie initiale, doit être par voie intraveineuse, avec un relais per os en fonction de germes, de terrain et de l'évolution. Doit être bactéricide et elle doit avoir une bonne diffusion osseuse. Donc, pour la durée de traitement, elle est de 4 à 6 semaines. Et bien sûr, le patient doit être sous surveillance clinique faite par la mesure de température, l'évaluation de la douleur et la raideur, et surveillance biologique par la CRP, et bien sûr la surveillance des effets indésirables de l'antibiothérapie. Non, parce que cette antibiothérapie, elle est par PNIM. Pour le céphalosporine première génération, c'est par voie générale.
Mais le relais, il n'a pas une bonne diffusion osseuse. Pour l'antibiothérapie initiale, il n'a pas une bonne diffusion osseuse. Donc le relais doit être fait par os, par une molécule qui est disponible per os, et il a une bonne diffusion osseuse. Donc, en revenant au cas clinique, donc si on n'a pas de germe chez cette patiente, et on a trouvé à la ponction articulaire nombreux cristaux d'urate de sodium avec culture stérile, c'est quoi le diagnostic dans ce cas? Une crise de goutte. Donc, quels sont les facteurs de risque chez cette patiente? De goutte. Pardon? Et là, une fonction rénale limite. Oui, il a une fonction rénale limite, mais c'est pas ça peut être une conséquence de goutte, ce n'est pas une étiologie. Elle est diabétique, elle est sous ramipril, c'est un IEC, et elle est sous aspirine à dose antiagrégante. Les IEC et l'aspirine à dose antiagrégante, ce sont des médicaments hyperuricémiens. Ce sont des médicaments hyperuricémiens, plus elle est diabétique. Le diabète, c'est une comorbidité de goutte. Oui, les IEC, les bêta-bloquants, on va voir ça après. Donc pour la goutte, comme vous connaissez, il y a une crise, il y a la phase aiguë, ou c'est la crise de goutte, et il y a la phase chronique qui est marquée par l'arthropathie chronique, l'atteinte rénale et l'étophus. Donc voilà un exemple d'une crise de grand orteil. Et voilà un exemple de tophus. On regarde des pulpes des doigts. Donc pour la prise en charge de la crise de goutte, donc pour le traitement de première intention, sont les ANS ou la colchicine ou les corticoïdes. Bien sûr, avec évaluation des comorbidités. Si le patient a une insuffisance rénale sévère avec clairance inférieure à 30, la colchicine et les ANS sont contre-indiqués. Et pour le diabète, au cas de diabète ou HTA déséquilibré, il faut faire attention avec les corticoïdes. Et en cas pour les patients chez qui les patients sous cyclosporine, macrolide, kétoconazole et ritonavir, la colchicine est contre-indiquée. Pourquoi? Parce qu'il y a une diminution de ces médicaments-là diminuent la clairance de la colchicine et donc vont augmenter leur concentration plasmatique et donc ils augmentent la toxicité de colchicine. Donc, voilà les traitements à éviter en cas de goutte. Il y a les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, les agonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 en dehors de losartan, les diurétiques de l'anse et l'aspirine à faible dose. Ce sont des médicaments hyperuricémiens. Pour les médicaments à privilégier, en cas de diabète, c'est surtout les bégoanides, les glétazones et l'insuline. Et en cas de dyslipidémie, pour les statines, c'est le phenofibrate, la torvastatine. Et en cas d'HTA, c'est le losartan et les inhibiteurs des canaux calciques. Pour les diurétiques, on préfère le spironolactone. Et pour les médicaments anti-agrégants, on préfère le clopidogrel au lieu de l'aspirine à dose anti-agrégante. Donc, en revenant au premier cas clinique, pour les ANS, est-ce que c'est normal une patiente diabétique, hypertendue, suivie pour gonarthrose sous ANS? D'abord, est-ce que les ANS sont contre-indiqués ou indiqués chez cette patiente? Oui. Ils sont indiqués ou contre-indiqués chez cette patiente? Contre-indiqués, pourquoi? D'abord, pour la gonarthrose, est-ce que les ANS, ce sont des traitements de gonarthrose? En dehors de la poussée? Non, oui. Donc, cette patiente, elle est juste sous ANS au besoin. Elle n'est pas sous traitement de gonarthrose. Sachant qu'on a vu les radios, et là l'interligne articulaire, en revenant au cas clinique. Oui, il a une fonction rénale limite. Ça, ce n'est pas une contre-indication aux ANS. Limite, mais ce n'est pas à éviter. Les ANS sont à éviter chez elles.
Donc, on revient au radio. Il a toujours l'interline articulaire. Donc, on peut proposer un traitement de l'arthrose. Vous connaissez les traitements de l'arthrose, les anti-arthrosiques à action lente? Vous connaissez les anti-arthrosiques? Chondroïtine sulfate, les extraits de soja et de l'avocat. Curcumine, c'est un traitement de crise. Oui, oui. Le traitement de référence, c'est surtout chondroïtine sulfate. Mais chez cette patiente, parce qu'elle est multitarée, elle est multimédicamentée, elle est sous plusieurs médicaments, de préférence, on agit, puisque l'arthrose elle est localisée au niveau du genou, de préférence, on peut agir localement par l'injection d'acide hyaluronique, pas de corticoïdes. L'acide hyaluronique, en intra-articulaire. Puisqu'il garde l'interline articulaire, pardon. Tous les 6 mois. Ça dépend de la réponse de patient. Il y a des patients qui répondent jusqu'à 1 an. Et il y a des patients qu'on a fait juste une injection de l'acide hyaluronique et pas de douleur depuis. Bien sûr, avec les mesures gynédétiques, baisse de poids et la rééducation des quadriceps. Mais bien sûr, c'est un produit cher. On peut mettre la patiente sous un traitement naturel, comme les extraits d'avocat et de soja. C'est piasclidine, Bioflex. Hein? Pardon? Piasclidine, Bioflex. Ce sont des traitements qu'on peut donner en cas d'arthrose chez les patients multitarés. Ce sont des extraits naturels. Donc, pardon. Pour les AINS, on a dit que Pour les recommandations de la prise des AINS, en fonction du risque cardiovasculaire et le risque gastro-intestinal. Donc, si on n'a pas de risque gastro-intestinal et pas d'absence de risque cardiovasculaire, on peut prescrire les AINS sans doute, sans problème. En cas de risque gastro-intestinal faible, c'est-à-dire présence d'un ou deux facteurs de risque, et en absence de risque cardiovasculaire, on préfère les coxibes en association avec un EPP. Bien sûr, l'utilisation doit être courte. Si le risque gastro-intestinal est modéré, avec 3 ou plusieurs facteurs de risque gastro-intestinal aux prises d'aspirine anti-agrégante, aspirine à dose anti-agrégante, seulement, et bien sûr en absence de risque cardiovasculaire, seulement si nécessaire, on peut prescrire les coxibes en association avec un EPP. Donc, si en cas de présence de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire en cas d'HTA, en cas d'hyperlipidémie, de diabète, tabagisme et artériopathie périphérique chez les patients sous aspirine à dose anti-agrégante, en absence de risque gastro-intestinal et en cas de risque gastro-intestinal faible, on peut prescrire les AINS en association avec un EPP. L'utilisation doit être courte, à faible dose, et il faut éviter les coxibes et diclofénac. Les coxibes sont tolérés sur le plan gastro-intestinal, mais sont intolérés et sont à éviter en cas de risque cardiovasculaire. En cas de risque gastro-intestinal modéré, c'est-à-dire présence de 3 ou plusieurs facteurs de risque, donc seulement, les AINS sont prescrits seulement c'est nécessaire. Donc, et bien sûr, les diclofénac sont à éviter en association avec et aussi les coxibes. En cas d'antécédent d'AVC, de coronaropathie ou d'insuffisance cardiaque, en absence de risque gastro-intestinal, les AINS peuvent être prescrites pour une durée courte à faible dose avec contre-indication des coxibes et des diclofénac. Et aussi, en cas de risque gastro-intestinal faible. En cas de risque gastro-intestinal modéré et en cas d'antécédent d'AVC, coronaropathie ou insuffisance cardiaque, tous les AINS sont à éviter. Et en cas de risque gastro-intestinal élevé, c'est-à-dire il y a une complication gastro-intestinale antérieure sérieuse, quel que soit le risque cardiovasculaire, tous les AINS sont à éviter. Donc, quels sont les facteurs de risque gastro-intestinal? Donc, c'est l'âge au-delà de 65 ans, antécédent d'ulcère gastro-intestinal ou d'hémorragie digestive haute,
ou infection à Helicobacter pylori, comorbidité sévère, AINS utilisée à posologie élevée en association avec les AINS, association de deux AINS, pardon, coprescription d'aspirine à dose antiagrégante, coprescription de corticoïdes et affection inflammatoire type, par exemple, polyarthrite rhumatoïde. Donc, en présence de ces facteurs de risque, ce sont des facteurs de risque de complications graves gastro-intestinales sous AINS. Donc, on revient à notre patiente. On peut classer notre patiente dans quelle case? Elle est âgée de 65 ans. Je reviens au cas. 65 ans, diabétique, hypertendue, sous aspirine. Et là, les facteurs de risque cardiovasculaire. Elle est diabétique, hypertendue. D'accord. Et elle est âgée. Donc, on peut la classer ici. Vous êtes d'accord? Donc, pour le risque gastro-intestinal, elle a déjà l'âge. Elle est âgée de plus de 65 ans. Et elle est diabétique et hypertendue. Donc, elle est là. Donc, chez elle, il faut éviter les coccides et les diclofénac. C'est bon? Vous avez des questions? C'est surtout le naproxène. Le naproxène, elle est bien tolérée sur le plan cardiovasculaire. Agixène. La molécule, c'est naproxène. Donc, elle est bien tolérée sur le plan cardiovasculaire. Dans votre classification, vous n'avez pas mentionné les Rénal. les défiltrations. Non, non. Ce sont des recommandations de facteurs de risque cardiovasculaire en fonction de risque gastro-intestinal. Si DG est inférieur à 30, les AINS sont contre-indiqués. Entre 30 et 60, c'est la plupart des... C'est limite. Il faut surveiller. Il faut éviter les AINS le maximum. Il faut éviter les AINS le maximum. À faible dose, comme par exemple, comme l'indométacine. En dehors, tous les coxibes, tous les AINS en dehors des coxibes et des clofénac. Il y a surtout, on préfère le naproxène parce qu'elle est bien tolérée sur le plan cardiovasculaire. Normalement, pour avoir une dose anti-inflammatoire, c'est au-delà de 1 gramme. C'est au-delà de 1 gramme pour le naproxène. Elle est dosée sur le marché, il y a des suppos à 500 mg et des gélules à 250 mg. Donc, vous avez des questions pour ce premier cas clinique? S'il vous plaît, c'est un diabétique. C'est une dame. Oui. C'est une diabétique, 92, hémoglobine glycée à 11, Oui. infection aseptique, infection du genou. Oui. Il est sous metformine seulement. Oui. Faut-il pas changer la thérapie du diabète? Pour le traitement de l'arthrite septique, oui, j'ai parlé de voilà. J'ai parlé de l'arthrite septique, mais le diabétique, c'est un patient où plusieurs spécialités peuvent intervenir. Donc, il faut bien sûr un avis endocrino pour régler le problème de diabète. On a dit c'est le diabète. C'est pas le diabète. Non, c'est juste pour faire le point sur l'arthrite septique. C'est une urgence. L'arthrite septique, c'est un risque de choc septique chez cette patiente. Là, si vous permettez d'avoir suivi, on prend un jour. Oui, on ajoute, normalement, les endocrinos, ils vont ajouter l'insuline. C'est un traitement d'urgence. Nous avons une infection du genou. Oui. Chez un diabétique, Oui, pour les antidiabétiques. Pour les antidiabétiques, oui, bien sûr. Oui, il faut équilibrer le diabète. Oh. Donc, on passe au deuxième cas clinique. C'est Madame Fatem Zahra, âgée de 69 ans, diabétique depuis 10 ans, sous antidiabétique oraux et insuline. Elle consulte chez vous pour une douleur de l'épaule gauche depuis 1 mois.
Et à l'examen physique, on trouve une épaule douloureuse et limitée aux différents mouvements, surtout en rotation externe et en abduction. Donc, quels sont les diagnostics à évoquer chez cette patiente? Une tendinopathie chronique de l'épaule, une rupture des tendons de la coiffe, une omarthrose, une capsulite rétractile, une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. AB. AD. En cas de tendinopathie chronique, pardon, B. En cas de rupture au tendinopathie chronique, on arrive à bouger l'épaule. Il y a surtout perte de l'activité active de patient. Mais l'examinateur peut bouger le membre, l'épaule. En cas de capsulite rétractile, d'omarthrose et fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, d'abord, pour la fracture de l'extrémité supérieure, c'est pas une fracture de l'extrémité supérieure. Oui, elle n'est pas en attitude de traumatiser. Oui. Donc, l'omarthrose, ça va être l'omarthrose et capsulite rétractile. Ce sont les deux diagnostics où on ne peut pas bouger le membre, l'épaule, ni en passif, ni en actif. Pardon? Omarthrose, c'est une arthrose de l'épaule. C'est une arthrose gléno-humérale. Oui? Et limité en différents mouvements. Soit capsulite rétractile. Pardon? Oui. Oui, il y a 3 phases. On va voir après. Il y a 3 phases. La phase 1 est la phase douloureuse. La douleur, elle est intense. Et bien sûr, la limitation articulaire. Donc, quel est le bilan à demander pour faire le diagnostic positif chez cette patiente? Radio standard de l'épaule, échographie de l'épaule, IRM de l'épaule, arthroscanner, aucun bilan. Oui, exactement. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des classifications au niveau de l'articulation? Les classifications. Qui peuvent donner aussi des douleurs avec des limitations des mouvements. Nous, pour nous, quels sont les diagnostics chez cette patiente? Si on ne traite pas ces classifications au niveau de l'articulation, le problème ne se résoudra pas. Oui, mais quels sont les diagnostics à évoquer chez cette patiente? Il y a 2 diagnostics, soit l'omarthrose, soit la capsulite rétractile. Donc, lorsque je vais demander un bilan, Une radiographie standard, oui, l'échographie en premier, oui, si n'est pas concluante, on ne peut pas s'allier. bravo, oui. Le diagnostic le plus probable chez cette patiente, c'est une capsulite rétractile. Le diagnostic est clinique. On n'a pas besoin de faire le bilan paraclinique. Mais on doit demander une radiographie standard de l'épaule. Pourquoi? Pour éliminer l'omarthrose. Pour éliminer l'omarthrose. L'omarthrose, c'est le diagnostic différentiel de la capsulite rétractile. C'est le seul diagnostic différentiel de la capsulite rétractile. C'est clair? On peut avoir des signes échographiques, des signes à l'IRM, des signes à l'arthroscanner pour confirmer la capsulite rétractile. Mais je peux faire le diagnostic à l'étape clinique. Ce n'est pas la peine de demander tout ce bilan. Si le patient consulte, il est douloureux au niveau de l'épaule et il est limité en passif et je n'arrive pas à mobiliser son épaule, c'est une capsulite rétractile, soit une omarthrose. Mais devant ce contexte, patient diabétique depuis 10 ans, c'est une capsulite rétractile. Donc lorsque je vais demander un bilan, c'est surtout une radiographie de l'épaule pour éliminer l'omarthrose. Parce que c'est une patiente âgée. C'est clair? Quoi les deux? Oui, on peut avoir les deux. Oui, bien sûr. Mais il est rare. Pour avoir l'omarthrose et la capsulite rétractile, skina.
Oui, 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 bien sûr. Il a les facteurs de risque. Le diabète, c'est un facteur de risque de l'arthrose. Oui. Et l'âge aussi, les tendinopathies chroniques, c'est un facteur de risque. C'est une étiologie de l'arthrose. Oui, je suis d'accord. Donc, pour la capsule rétractile, voilà un aspect normal de la capsule. Chaque articulation, elle est entourée par la capsule et elle est tapissée à la face interne par la synoviale. Donc, dans la capsule rétractile, on a une inflammation de la synoviale et qui va se compliquer par une rétraction de la capsule. Est-ce que c'est spécifique? Non, elle est fortement associée. On peut avoir d'autres. La physiopathologie actuelle. La physiopathologie actuellement de capsule rétractile n'est pas bien élucidée. On peut avoir le rôle de glycation, on va parler par la suite, de glycation non enzymatique. C'est comme au cas d'hyperglycémie chronique, on a une caramélisation des fibres de collagène, un enraidissement des fibres de collagène. Les fibres de collagène, des tendons, de la capsule, de la synoviale, du tissu osseux, de cartilage. C'est pour cela l'hyperglycémie chronique non traitée, c'est un facteur de risque d'ostéoporose, d'arthrose et de pathologie articulaire. Même d'ostéoporose, on va parler par la suite. Donc, la capsule rétractile est caractérisée par une limitation des mouvements actifs et passifs de l'épaule dans l'ensemble des axes, marqués principalement en abduction et en rotation externe. Donc, la prévalence elle est à 19 à 29% chez les diabétiques versus 5% de la population générale. Et la capsule rétractile évolue en 3 phases. La première phase, c'est la phase de la douleur invalidante et insomniante. La deuxième phase, c'est la phase de raideur importante. Et la phase 3, bien sûr, la raideur avec diminution de la douleur pour la phase 2. La phase 3, c'est la phase de récupération des amplitudes articulaires. Donc, pour les examens paracliniques, sont demandés juste pour éliminer les diagnostics différentiels. Pour éliminer les diagnostics différentiels, qui est l'omarthrose. Donc, pour le traitement, les ANS sont peu efficaces, les antalgiques sont inefficaces, les biphosphonates sont utilisés pour leur rôle anti-odémateux, mais hors AMM. Les corticoïdes oraux injectables semblent être efficaces. Et bien sûr, le traitement de la douleur neuropathique. Pourquoi traitement de la douleur neuropathique? Parce que la capsule rétractile, c'est une sorte d'algodystrophie. Dans l'algodystrophie, surtout à la phase initiale, la phase 1, on a une hyperesthésie, une paresthésie cutanée en regard de l'épaule. Donc, on peut prescrire un traitement de la douleur neuropathique pour diminuer cette douleur. Et bien sûr, la pierre angulaire de traitement médical de la capsule rétractile est la rééducation, qui se base sur les exercices d'étirement et la décoaptation. En cas d'échec de traitement médical, on peut proposer un traitement interventionnel. Donc, on a 3 moyens. Et soit on va faire, puisqu'on a une rétraction de la capsule, on peut distendre la capsule. On peut faire la distension de la capsule par quoi? Par injection de sérum salé en intra-articulaire. Soit sous guidage de scope, soit de l'échographie. Nous, au service, on fait l'arthrodistension sous éco-guidage. Ou on peut faire une bourse de distension, c'est-à-dire on va injecter le sérum salé dans la bourse sous acromie deltoïdienne. Et on va suivre la distension par l'échographie. Et en cas bien sûr d'échec, on adresse le patient ou la patiente au chirurgien, aux orthopédistes pour capsulotomie. Surtout les exercices de décoaptation. Je pense que les MPR sont plus performants dans la rééducation. On fait les exercices de décoaptation. On essaie de faire sortir la tête humérale de sa place. Ce sont des exercices de décoaptation et d'étirement musculaire. Donc, en revenant au cas clinique, la patiente elle a une douleur de l'épaule, mais à l'examen clinique, on a trouvé une flexion irréductible des doigts droits,
avec un blocage en flexion-extension de troisième rayon gauche. Voilà. C'est un défaut d'accollement des faces palmaires des doigts. C'est le fameux signe de prière. En plus, on a trouvé le troisième rayon gauche, un blocage en flexion-extension de troisième rayon gauche. C'est le fameux doigt à Rousseau. Donc, cette patiente présente un syndrome d'enraidissement articulaire, fait de capsulite rétractile, doigt à Rousseau et chéoarthropathie. Le fait de ne pas accoler les faces palmaires des doigts, donc elle s'appelle chéoarthropathie. Donc, quelle est la physiopathologie de syndrome d'enraidissement articulaire? Donc, pardon? Chéoarthropathie. Donc, chez les diabétiques, lorsqu'on a une hyperglycémie chronique, on a un phénomène biochimique qui s'appelle la glycation non enzymatique. Ce sont des produits qui se fixent, des produits de dégradation avancée de glucose qui se fixent sur le fibre de cartilage et va entraîner des dépôts anormaux de collagène, pas de cartilage, dépôts anormaux de collagène, donc entraînant une accumulation de collagène dans les tissus entourant l'articulation, entraînant la diminution de la mobilité articulaire. Est-ce que l'amélioration du diabète, de la glycémie, Exactement. va améliorer l'enregistrement articulaire? C'est difficile. Elle est déjà installée. Mais on peut prévenir ça par l'équilibre glycémique, éviter l'apparition d'autres syndromes d'enraidissement et stabiliser l'atteinte à ce point-là et ne pas aggraver l'atteinte. Même la qualité du collagène ne va pas s'améliorer. Oui, bien sûr. Mais il faut stabiliser l'atteinte. Si l'hyperglycémie va rester là, il y a une aggravation de l'atteinte. Ça peut aboutir à des calcifications. Ce n'est pas des calcifications, mais ce sont des dépôts. On va voir par la suite. Voilà le syndrome d'enraidissement articulaire. Elle englobe la capsulite rétractile, doigt à Rousseau, la chéoarthropathie et la maladie de Dupuytren. C'est quoi la maladie de Dupuytren? C'est une fibrose rétractile progressive de l'aponévrose palmaire superficielle, responsable d'une rétraction de doigts en flexion irréductible. Voilà un exemple. Ça, la rétraction de quatrième rayon, rétraction en flexion de quatrième rayon droit. Voilà la face palmaire. Voilà la face palmaire. Vous avez vu la corde aponévrotique? Ça, elle est due à quoi? Pour la maladie du Dupuytren, il y a deux formes. Il y a la forme nodulaire. On peut avoir juste, au lieu de voir ce corde-là, on voit juste des nodules jaunâtres. Dans ce cas, on ne va pas avoir la rétraction tendineux. Mais lorsqu'il y a la corde aponévrotique, malheureusement, on va avoir la rétraction digitale. Pour le doigt à Rousseau, c'est une ténosynovite sténosante entraînant la constriction de la gaine de tendon associée à la présence d'un nodule sur la poulie. Donc, elle touche 4 à 10% des diabétiques. Pour la chéoarthropathie, c'est la fameuse main diabétique pseudosclérodermique. Elle touche entre 8 à 60% des diabétiques versus 2% de la population générale. Donc, c'est quoi la chéoarthropathie? Pour la physiopathologie, on a une fibrose des tissus sous-cutanés. Fibrose, sclérose des tissus sous-cutanés aggravée par l'ischémie vasculaire et la glycation non enzymatique, la fameuse caramélisation des fibres de collagène. Donc, on a une sclérose cutanée. Pour le traitement de doigt à Rousseau, normalement, on peut infiltrer dans la poulie. Mais les résultats ne sont pas satisfaisants à 100%, surtout chez les diabétiques. Et dans ce cas, on peut adresser le patient chez le chirurgien.
Pour le chiroarthropathie, le traitement, c'est surtout la rééducation. La rééducation des doigts. Pour la maladie du Dupuytren, donc ici on peut injecter sous pression l'hydrocortisone en plein corde, ou on peut proposer aux patients la ponivrotomie à aiguille. C'est un geste très douloureux. On essaie de faire plusieurs piqûres à l'intérieur de la corde, puis on injecte, on essaie de déchirer le corde aponivrotique, mais c'est un geste douloureux, malgré sous anesthésie locale. Et bien sûr, en cas d'échec, on adresse le patient au traumato, l'orthopédiste, pour déchirer la corde aponivrotique. On passe au troisième cas clinique. Donc, c'est un homme âgé de 73 ans. Il est diabétique depuis 20 ans, sous antidiabétique oraux. Et il consulte chez vous pour des dorsolombalgies mécaniques intermittentes. Et à l'examen physique, on trouve un rachis indolore, mais raide. Le patient il est raide. Il y a une limitation à la mobilisation de différents mouvements. Quels sont les diagnostics à évoquer? Une spondyloarthrite ankylosante du sujet âgé, une arthrose rachidienne, la maladie de Forestier ou l'hyperostose vertébrale ankylosante, une métastase vertébrale, des fractures vertébrales ostéoporotiques. Espère? C'est quoi la spondyloarthrite ankylosante? C'est l'hyperostose vertébrale ankylosante. C'est comme la SPA, mais elle est non inflammatoire. La spondyloarthrite, c'est une maladie inflammatoire chronique. La maladie Forestier, c'est une ankylose rachidienne, mais non, mécanique. Non, les patients âgés. Pardon. BC. Oui, BC. On peut ajouter E. Parce qu'une fracture vertébrale peut donner des dorsalgies mécaniques. On peut avoir des fractures vertébrales ostéoporotiques avec douleur mécanique et même asymptomatiques. Ostéoporotique, pas traumatique. Oui, spontané. Ostéoporotique, c'est un contexte. Hein? Pardon? Non. Dorsalgie mécanique. Le spondyloarthrite ankylosante, les dorsalgies sont inflammatoires. Inflammatoires et chroniques, mais chez intermittentes. Exactement, chez les jeunes. Surtout, il y a une spondyloarthrite de sujet âgé, mais ce n'est pas l'aspect, ce n'est pas le tableau. On peut avoir des dorsolombalgies inflammatoires et surtout la thérastose générale chez les patients âgés. C'est qui fait la différence avec les jeunes. Donc, quel est le bilan à demander chez ce patient? Radiographie standard, radio standard, dorsolombaire face profil, scanner dorsolombaire, IRM dorsolombaire, bilan inflammatoire, aucun bilan. Radio standard, face profil. Voilà la radiographie standard. Exactement, ce sont des ponts osseux intervertébraux. C'est quoi ces ponts-là? Les ponts intervertébraux. Oui, ça signifie quoi? Ça, les actions sont monstrueuses et sont discontinues. Et pourquoi ce n'est pas une spondyloarthrite ankylosante? En regardant la radiographie dorsale face, on a les ponts qui sont ici, sont là. Voilà. Et il y a des ponts ici, latéraux. Surtout, pardon. Il y a aussi même des pincements intervertébraux. Oui, mais surtout, on va s'intéresser aux ponts qui sont localisés du côté droit et absentes du côté gauche. Ça, c'est typique d'une radiographie rachis dorsale face. L'absence
gauche. C'est bon? C'est clair? Donc, quelle est votre conduite thérapeutique? Paracétamol au besoin, ANS, corticoïdes, rééducation de rachis, aucun traitement. AD, oui. AD. Parce que le patient consulte pour des dorsolombalgies mécaniques. C'est vrai que sont intermittentes, c'est pour cela au besoin. Paracétamol au besoin, mais surtout la rééducation de rachis. Pardon? Est-ce qu'on peut attendre de la rééducation? Au moins d'augmenter l'amplitude articulaire. Renforcer les muscles respiratoires, c'est un patient raide. Donc elle va avoir une gêne respiratoire aussi. Il faut rééduquer, il faut renforcer les différents muscles. Combien de séances normalement? On commence par 6-10 séances pour initier le patient. Puis le patient lui-même va faire l'auto-rééducation. On va juste initier le patient. Donc, c'est quoi la maladie de Foresti? C'est une maladie ossifiante, non inflammatoire, de l'anthèse. Dans la spondyloarthrite ankylosante, la lésion élémentaire, c'est une anthésite. La lésion élémentaire de SPA est l'anthésite. C'est quoi l'anthèse? L'anthèse, c'est le point d'insertion osseuse de ligament, du tendon et de la capsule. Lorsque, dans les spondyloarthrites, on a inflammation de cette zone-là, le point d'insertion osseuse de ligament, du tendon et de la capsule. Et l'anthésite passe par 3 phases. La première phase, c'est la phase de fibrose, l'inflammation. La deuxième phase, c'est la phase de fibrose. La troisième phase, c'est la phase d'ossification. Donc, pour l'HVA, également, c'est une maladie ossifiante, mais non inflammatoire de l'anthèse. Donc, elle est associée au diabète dans 13 à 49%, versus 13% dans la population générale. Pour la physiopathologie, il y a le rôle de l'hyperinsulinémie. L'hyperglycémie, pourquoi l'hyperinsulinémie? L'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Va entraîner une différenciation des cellules mésenchymateuses de ligaments en chondrocytes et en cellules ostéoformatrices. Pour l'hyperglycémie, par l'intermédiaire de la glycation non enzymatique, la fameuse caramélisation des fibres de collagène. Et il y a aussi le rôle de microangiopathie, dyslipidémie et le surpoids. Donc, voilà un cas de notre service. C'est une patiente qui consulte chez nous pour des cervicalgies mécaniques. Et à l'interrogatoire, on trouve la notion de dysphagie chez cette patiente. On demande la radiographie de rachis cervical qui montre ces ponts, ces coulées osseux. Vous avez vu? Qui relient les différentes vertèbres. Avec une empreinte sur tragus aérodigestif, responsable de dysphagie. Donc on peut avoir des ossifications monstrueuses qui peuvent même être responsables de syndrome cave supérieur et syndrome cave inférieur, et même d'une dyspnée donc respiratoire. Pour le traitement, c'est surtout la rééducation, les antalgiques au besoin, et surtout la correction des troubles, des désordres métaboliques. Diabète, même dyslipidémie et l'hyperuricémie aussi. Donc voilà. Non. À place à la chirurgie quand? Lorsque les constructions osseuses ont un impact sur les organes de voisinage. Oui, ça c'est ici. On a adressé la patiente chez le neurochirurgien. Donc voilà un tableau qui englobe les différentes complications rhumatologiques de diabète. Donc pour la pathologie de la main, on a la chéoarthropathie. Pour la maladie de Dupuytren et Doigt-Rousseau, l'incidence est augmentée au cas de diabète. Et pour le syndrome de canal carpien, l'association peut être probable avec le diabète. Pourquoi? Le syndrome de canal carpien, on a pour expliquer le syndrome de canal carpien chez le diabétique, il y a deux causes. Il y a la neuropathie diabétique et il y a l'épicissement des tissus conjonctifs de canal carpien. Pardon? À cause du diabète, la fameuse glycation non enzymatique qui va entraîner l'épicissement des fibres de collagène.
Donc, pour la pathologie de l'épaule, c'est surtout la capsulite rétractile, où l'incidence elle est élevée chez les diabétiques. Pour la pathologie de pied, c'est l'arthropathie de Charcot, que les collègues ont déjà parlé ce matin. Pour les autres pathologies, c'est surtout l'infarctus musculaire, les syndromes d'enraidissement articulaire. Pour l'incidence, elle est élevée en cas de maladie de Forestier et l'arthrite septique. Et l'association peut être probable pour l'arthrose et l'ostéoporose. On a expliqué l'arthrose. Il y a l'épicissement des fibres de collagène de cartilage. Pour l'ostéoporose, c'est surtout pour le diabète type 1. Dans le diabète type 1, on a une hypoinsulinémie. On a une diminution de l'insuline. L'insuline, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on a une augmentation de l'insuline, on a une augmentation de l'IGF-1, qui est un facteur de croissance, qui va augmenter la formation des cellules ostéoformatrices. C'est les cellules ostéoblastiques qui vont produire la trame osseuse, ou le tissu osseux. Lorsqu'on a une hypoinsulinémie, donc on a une diminution de l'IGF-1, diminution de facteur de croissance et diminution de l'activité ostéoblastique et donc diminution de la trame osseuse. Donc, le diabète type 1, c'est un facteur de risque d'ostéoporose. Pour le diabète type 2, c'est le contraire. Le diabète type 2, on a une augmentation de l'insuline. On a une augmentation de l'insuline dans le diabète type 2. Donc, on a une augmentation de l'IGF-1, une augmentation de la formation osseuse. Mais, ce n'est pas un risque, le diabète type 2, ce n'est pas un risque d'ostéoporose, mais c'est un facteur de risque de fracture. Surtout fracture de col fémoral. Pourquoi? Parce qu'on a une anomalie de microarchitecture osseuse par la glycation non enzymatique, par l'épicissement, par la diminution de la qualité, pas la quantité, la qualité de la trame osseuse. Est-ce que le traitement chirurgical est indiqué? Oui. Oui. Le traitement est chirurgical. Chez les diabétiques, le traitement est chirurgical, mais les réponses ne sont pas satisfaisantes. Malheureusement, parce qu'il y a l'épicissement et il y a le... C'est un facteur de risque d'ostéoporose, pas de fracture. Oui. Si le diabète, si le taux de l'insuline elle est normal. D'où l'intérêt de surveillance de ces patients. Ils doivent toujours être c'est-à-dire en équilibre glycémique. Résistant. Pardon? Oui. Et donc, peuvent développer l'ostéoporose. D'où l'intérêt, pour prévenir toutes ces complications, c'est l'intérêt de l'équilibre glycémique. Je vous remercie. Merci. Donc, au nom de l'assistance, je vous remercie. Merci. Et je pense que la séance a été interactive. S'il y a d'autres questions. Je pense que des questions privées sont... Si vous avez des questions, je vous en prie. Merci. La question là pour moi, ce que j'ai remarqué, vous ne le liez pas, parce que vraiment c'est une genre de diabétologie. Oui. Vous ne le liez pas à la prise en charge de toute les pathologies au diabète. C'est-à-dire que vous laissez un petit peu à côté le diabète. Pardon? C'est ce que j'ai remarqué. Pardon? Non, le diabète, la prise en charge du diabète, elle est multidisciplinaire. Nous, on travaille en concertation avec les différentes spécialités, surtout les endocrines. On traite le symptôme, mais il faut voir le patient dans sa globalité. Il faut traiter les complications du diabète et aussi traiter le diabète, équilibrer le diabète. Moi, je me suis focalisée sur les complications rhumatologiques parce que ce matin, vous avez largement parlé de diabète et l'équilibre de diabétique. Je vous en prie.